Chapitre 3. Tandis qu'elle me guidait dans l'escalier, elle me recommanda de masquer la chandelle et de ne pas faire de bruit, car son maître avait des idées bizarres au sujet de la chambre où elle allait me mettre. Et il n'y laissait jamais volontiers loger quelqu'un. J'en demandai la raison. Elle l'ignorait, me répondit-elle. Il n'y avait qu'1 an ou 2 qu'elle était là, et ils avaient tant d'étranges manières qu'elle n'en finirait jamais si elle se mettait à être curieuse. Trop hébétée pour être curieux moi-même, je fermai la porte et regardai autour de moi en cherchant le lit. Tout l'ameublement consistait en une chaise, une armoire et une grande caisse de chêne avec des ouvertures carrées dans le haut, qui ressemblaient à des fenêtres de voiture. Je m'approchai de cet édifice, jetai un coup d'œil à l'intérieur et reconnus que c'était une singulière couchette de vieux modèle, très bien comprise pour dispenser chaque membre de la famille d'avoir une chambre séparée. En fait, cela formait un petit cabinet, et le rebord d'une fenêtre qui y était incluse servait de table. Je fis glisser les panneaux de côté, entrai avec ma lumière, les refermai, et me sentis en sécurité contre la vigilance de Heathcliff ou de tout autre. Sur le rebord de la fenêtre où je plaçais ma chandelle, se trouvaient empilés dans un coin quelques livres, rongés d'humidité. Ce rebord était couvert d'inscriptions faites avec la pointe d'un couteau sur la peinture. Ces inscriptions, d'ailleurs, répétaient toutes le même nom, en toutes sortes de caractères, grands et petits. Catherine Earnshaw. Ça et l'a changé en Catherine Heathcliff, puis encore en Catherine Linton. Dans ma pesante apathie, j'appuyai la tête contre la fenêtre et continuai à épeler. Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton. Mes yeux finirent par se fermer. Mais ils n'étaient pas clos depuis 5 minutes qu'un éblouissement de lettres blanches jaillit de l'obscurité, éclatantes comme des spectres. L'air fourmillait de Catherine. En me soulevant pour chasser ce nom obsédant, je m'aperçus que la mèche de ma chandelle s'inclinait sur un des antiques volumes, d'où se dégageait un parfum de cuir de veau brûlé. Je la mouchai, et très mal à l'aise sous l'influence du froid et d'une nausée persistante, je me mis sur mon séant et ouvris le volume qui avait souffert, en l'appuyant sur mon genou. C'était une Bible, en caractères fins, sentant terriblement le moisi. La page de garde portait l'inscription « Catherine Earnshaw, son livre » et une date remontant à 1/4 de siècle environ. Je refermai le volume, en pris un autre, puis un autre, et les examinai tous ainsi, à tour de rôle. La bibliothèque de Catherine était choisie, et son état de délabrement prouvait qu'on en avait fait un usage fort ample, sinon tout à fait légitime. Presque aucun chapitre n'avait échappé à un commentaire à la plume ou au crayon, ou du moins à ce qui semblait en être un, qui couvrait chaque parcelle de blanc laissée par le compositeur. Il y avait des phrases détachées. Ailleurs, cela prenait la forme d'un journal en règle, griffonné d'une main inhabile d'enfant. En haut d'une page blanche, un vrai trésor, probablement quand on la découvrit, je me divertis beaucoup en trouvant une excellente caricature de mon ami Joseph, d'un crayon grossier mais vigoureux. Je conçus sur-le-champ de l'intérêt pour la Catherine inconnue, et me mis aussitôt à déchiffrer ces hiéroglyphes à moitié passés. Un horrible dimanche. Ainsi débutait le paragraphe qui suivait. Je voudrais que mon père pût revenir parmi nous. Hindley est un détestable remplaçant. Sa conduite envers Heathcliff est atroce. Heathcliff et moi allons nous révolter. Nous en avons fait le premier pas ce soir. Toute la journée, il a plu à torrent. Nous n'avons pu aller à l'église, de sorte que Joseph a dû réunir les fidèles dans le grenier. Pendant que Hindley et sa femme se chauffaient en bas devant un bon feu, occupés à n'importe quoi sauf à lire leur Bible, j'en jurerais, Heathcliff, moi-même et le pauvre valet de charrue recevions l'ordre de prendre nos livres de prière et de monter. Placés en rang sur un sac de grains, nous maugréions et nous grelottions, tout en espérant que Joseph grelotterait aussi, afin que son propre intérêt le poussât à raccourcir son homélie. Quelle erreur! Le service a duré exactement 3 heures, et pourtant,
mon frère a eu le front de s'écrier, en nous voyant descendre. « Quoi ? C'est déjà fini ?» Autrefois, le dimanche après-midi, on nous permettait de jouer, pourvu que nous ne fissions pas trop de bruit. Maintenant, le moindre rire étouffé suffit à nous faire renvoyer dans le coin. « Vous oubliez que vous avez un maître ici, dit le tyran. Je démolirai le premier qui me mettra en colère. J'exige une sagesse et un silence parfait. Oh, mon garçon, c'est toi qui as fait cela. Frances, ma chère, tirez-lui les cheveux en passant. Je l'ai entendu faire claquer ses doigts. » Frances lui a tiré vigoureusement les cheveux, puis est allée s'asseoir sur les genoux de son mari. Ils sont restés là, comme deux bébés, à s'embrasser et à dire pendant 1 heure des niaiseries, vaines et absurdes paroles dont nous serions honteux. Nous nous sommes blottis aussi confortablement que possible sous la voûte du dressoir. Je venais d'attacher ensemble nos tabliers et de les suspendre en guise de rideau quand est entré Joseph, qui revenait d'une tournée aux écuries. Il a arraché mon rideau, m'a giflé et a croissé. « Le maître est à peine enterré, le jour du sabbat n'est point fini, le son de l'évangile écho dans vos oreilles, et vous osez jouer. Honte à vous. Seyez-vous, méchants enfants, il y a assez de bons livres si vous voulez lire. Seyez-vous et pensez à vos âmes. » En prononçant ces paroles, il nous a forcés à rectifier nos positions, de manière à recevoir du feu lointain un vague rayon de lumière qui nous permit de distinguer le texte du fatras dont il nous accabla. Je n'ai pu supporter cette occupation. J'ai pris mon volume crasseux par le dos et l'ai lancé dans le chenil, en protestant que j'avais horreur d'un bon livre. Heathcliff a envoyé le sien d'un coup de pied au même endroit. Il fallait entendre le tintamarre. « Monsieur Hindley !» hurlait notre chapelain. « Monsieur, venez par ici. Miss Cathy a déchiré le dos du casque du salut, et Heathcliff a passé sa rage sur la première partie de tout droit à la perdition. Que misère que vous le laissiez continuer cette vie-là. Ah, le vieillard, il les aurait rossés comme il faut, mais il n'est plus là. » S'arrachant à son paradis au coin du feu, Hindley a saisi l'un de nous au collet, l'autre par le bras, et nous a jetés tous deux dans la cuisine où, assurait Joseph, le vieux Nick viendrait nous prendre, aussi sûr que nous étions vivants. Ainsi réconfortés, nous avons cherché chacun de notre côté un coin pour attendre son arrivée. J'ai attrapé ce livre-ci et une bouteille d'encre sur le rayon. J'ai entrouvert la porte donnant sur l'extérieur pour avoir un peu de lumière, et j'ai passé 20 minutes à écrire. Mais mon compagnon est impatient. Il propose de nous approprier le manteau de la laitière et de nous abriter dessous pour filer dans la lande. Bonne idée. Et puis, si le vieux grognon arrive, il pourra croire que sa prophétie est réalisée. Nous ne pourrons pas être plus à l'humidité, ni avoir plus froid sous la pluie qu'ici. Je suppose que Catherine mit son projet à exécution, car dans la phrase suivante, elle abordait un autre sujet. Elle prenait le ton plaintif. « Comme je me doutais peu que Hindley me ferait jamais tant pleurer, » écrivait-elle. « J'ai mal à la tête, au point de ne pouvoir la garder sur l'oreiller, et pourtant, je ne peux pas céder. Pauvre Heathcliff, Hindley le traite de vagabond et ne veut plus qu'il reste ni qu'il mange avec nous. Il prétend que lui et moi ne devons plus jouer ensemble et menace de le chasser de la maison si nous enfreignons ses ordres. Il a blâmé notre père. Comment a-t-il osé ? Pour avoir traité Heathcliff avec trop de bienveillance, et il jure qu'il le remettra à sa vraie place. » Je commençais à somnoler et à laisser tomber le nez sur la page à moitié effacée. Mon œil passa du manuscrit à l'imprimé. Je vis un titre rouge ornementé, 70 x 7, et le premier de la 71e. Pieux discours prononcé par le révérend James Branderham dans la chapelle de Jimmerton-Saw. Pendant que, dans une demi-inconscience, je me creusais la cervelle pour deviner ce que James Branderham avait pu tirer de son sujet. Je retombais allongée dans mon lit et m'endormis. Hélas, tristes effets du mauvais thé et de la mauvaise humeur. Quelles autres causes auraient pu me faire passer une si terrible nuit ? Je n'ai souvenir d'aucune qui lui soit comparable depuis que j'ai le sentiment de la souffrance.
Je commençais à rêver presque avant d'avoir cessé de me rendre compte de l'endroit où je me trouvais. Il me semblait que c'était le matin. Je m'étais mise en route pour rentrer chez moi, avec Joseph comme guide. Une épaisseur de plusieurs mètres de neige couvrait notre chemin. Comme nous avancions péniblement, mon compagnon m'accablait d'incessants reproches parce que je n'avais pas pris un bâton de pèlerin. Il m'assurait que je ne pourrais jamais pénétrer dans la maison sans en avoir un, et brandissait fièrement un gourdin à lourde poignée, auquel je compris qu'il donnait ce nom. Pendant un instant, je considérais qu'il était absurde que j'eusse besoin d'une pareille arme pour obtenir accès à ma propre demeure. Puis, une autre idée me traversa l'esprit. Ce n'est pas là que j'allais. Nous étions partis pour aller entendre le célèbre James Branderham prêcher sur le texte 70 x 7. L'un de nous, Joseph, le prédicateur ou moi, avait commis le premier de la 71e et devait être publiquement dénoncé et excommunié. Nous arrivâmes à la chapelle. J'ai passé devant en réalité, dans mes promenades 2 ou 3 fois. Elle est située dans un pli de terrain, entre 2 collines, à une assez grande altitude, près d'un marais dont la boue tourbeuse convient très bien, paraît-il, pour embaumer les quelques cadavres déposés là. Le toit est resté entier jusqu'ici, mais comme le traitement du pasteur n'est que de 20 livres par an, avec la jouissance d'une maison composée de 2 pièces qui menacent de se réduire rapidement à une seule, aucun pasteur ne veut accepter les devoirs de cette charge. D'autant plus qu'on dit couramment que ses ouailles le laisseraient mourir de faim, plutôt que d'augmenter son revenu d'1 penny de leur poche. Quoi qu'il en soit, dans mon rêve, James avait un auditoire nombreux et attentif, et il prêchait, grand Dieu. Quel sermon! Divisé en 490 parties, chacune de la longueur d'un sermon ordinaire, et chacune traitant d'un péché particulier. Où il allait les chercher, je n'en sais rien. Il avait sa manière à lui d'interpréter le texte, et il paraissait nécessaire que le fidèle commît à chaque occasion des péchés différents. Ceux-ci étaient des plus curieux, de bizarres infractions que je n'avais encore jamais imaginées. Oh, que j'étais fatiguée! Comme je me tortillais, bâillais, m'assoupissais et me réveillais. Comme je me pinçais, me piquais, me frottais les yeux, me levais, me rasseyais, et poussais du coude Joseph, afin qu'il me dît si le prédicateur aurait jamais fini. J'étais condamnée à tout entendre, jusqu'au bout. Enfin, il aborda le premier de la 71e. À cet instant critique, j'eus une inspiration soudaine, sous l'empire de laquelle je me levai pour dénoncer James Branderham comme l'auteur du péché qu'un chrétien n'est pas tenu de pardonner. « Monsieur !» m'écriai-je. Assis entre ces 4 murs, j'ai enduré et toléré sans interruption les 490 parties de votre sermon. 70 fois 7 fois, j'ai pris mon chapeau et j'ai été sur le point de m'en aller. 70 fois 7 fois, vous m'avez déraisonnablement obligé de reprendre mon siège. La 491e fois dépasse les bornes. Compagnon de martyr, sus à lui, faites-le dégringoler et réduisez-le en atomes pour que les lieux qui l'ont connu ne puissent jamais le connaître. « Tu es l'homme !» s'écria James, après une pause solennelle en se penchant par-dessus son coussin. 70 fois, 7 fois, tu as tordu ton visage en bâillant. 70 fois, 7 fois, j'ai tenu conseil en moi-même. Bah, ai-je pensé, c'est de la faiblesse humaine, cela encore peut être absous. Mais voici, le premier de la 71e. Frère, exécutez sur lui le jugement qui est écrit. C'est un honneur qui revient à tous les bons chrétiens. Sur cette parole finale, tous les membres de l'assemblée, levant leurs bâtons de pèlerin, m'assaillirent en cercle d'un même mouvement. N'ayant pas d'arme à leur opposer pour ma défense, je commençai à me colleter avec Joseph, mon assaillant le plus proche et le plus féroce, pour lui enlever le sien. Dans la confusion de la mêlée, plusieurs gourdins se rencontrèrent. Des coups qui m'étaient destinés tombèrent sur d'autres crânes. Bientôt, la chapelle entière retentit du bruit, des attaques et des ripostes. Chacun se mit à cogner sur son voisin, et Branderham
ne voulant pas rester oisif, épancha son zèle en une pluie de tapes bruyantes sur le rebord de la chaire qui résonnait si fort qu'à la fin, à mon indicible soulagement, je me réveillai. Et qu'était-ce qui m'avait fait croire à ce terrible vacarme? Qui avait joué le rôle de James dans cette bagarre? Simplement, la branche de sapin qui touchait ma fenêtre quand des rafales de vent soufflaient de ce côté-là, et qui frottait ses pommes desséchées contre les vitres. J'écoutai un instant, encore dans le doute. Je découvris la cause du bruit, puis me retournai, sommeillai et rêvai de nouveau, d'une manière encore plus désagréable qu'avant, s'il est possible. Cette fois, je me souvenais que j'étais couché dans le cabinet de chêne et j'entendais distinctement les rafales de vent et la neige qui fouettait. J'entendais aussi le bruit agaçant et persistant de la branche de sapin et je l'attribuais à sa véritable cause. Mais ce bruit m'exaspérait tellement que je résolus de le faire cesser, s'il y avait moyen. Et je m'imaginais que je me levais et que j'essayais d'ouvrir la croisée. La poignée était soudée dans la gâche, particularité que j'avais observée étant éveillée, mais que j'avais oubliée. « Il faut pourtant que je l'arrête !» murmurai-je. J'enfonçai le poing à travers la vitre et allongeai le bras en dehors pour saisir la branche importune. Mais au lieu de la trouver, mes doigts se refermèrent sur les doigts d'une petite main froide comme la glace. L'intense horreur du cauchemar m'envahit. J'essayai de retirer mon bras, mais la main s'y accrochait et une voix, d'une mélancolie infinie, sanglotait. « Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. »« Qui êtes-vous » demandai-je, tout en continuant de lutter pour me dégager. « Catherine Linton » répondit la voix en tremblant. Pourquoi pensais-je à Linton? J'avais lu Earnshaw 20 fois pour Linton, une fois. Me voilà revenue à la maison. Je m'étais perdue dans la lande. La voix parlait encore, quand je distinguai vaguement une figure d'enfant qui regardait à travers la fenêtre. La terreur me rendit cruelle. Voyant qu'il était inutile d'essayer de me dégager de son étreinte, j'attirai son poignet sur la vitre brisée et le frottai dessus, jusqu'à ce que le sang coulât et inonda les draps du lit. La voix gémissait toujours. « Laissez-moi entrer !» Et l'étreinte obstinée ne se relâchait pas, me rendant presque fou de terreur. « Comment le puis-je » dis-je enfin. « Lâchez-moi, si vous voulez que je vous fasse entrer. » Les doigts se desserrèrent, je retirai vivement les miens hors du trou. J'entassai en hâte les livres en pyramide pour me défendre, et je me bouchai les oreilles pour ne plus entendre la lamentable prière. Il me sembla que je restais ainsi pendant plus d'un quart d'heure, mais dès que je recommençai d'écouter, j'entendais le douloureux gémissement qui continuait. « Allez-vous-en » criai-je. « Je ne vous laisserai jamais entrer, dussiez-vous supplier pendant 20 ans. » « Il y a 20 ans, » gémit la voix. « 20 ans. Il y a 20 ans que je suis errante. » Puis j'entendis un léger grattement au dehors, et la pile de livres bougea, comme si elle était poussée en avant. J'essayai de me lever, mais je ne pus remuer un seul membre, et je me mis à hurler tout haut, en proie à une terreur folle. À ma grande confusion, je me suis aperçu que mes hurlements étaient bien réels. Des pas rapides approchaient de la porte de la chambre. Quelqu'un la poussait d'une main énergique et une lumière a brillé à travers les ouvertures carrées en haut du lit. J'étais assis, encore, tout tremblant, essuyant la sueur qui coulait sur mon front. L'intrus semblait hésiter et se parler à voix basse à soi-même. Enfin, il a murmuré, évidemment, sans attendre de réponse. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» J'ai jugé qu'il valait mieux confesser ma présence, car j'avais reconnu la voix de Heathcliff, et je craignais qu'il ne poussât sa recherche plus avant, si je demeurais coi. En conséquence, je me suis tournée, et j'ai ouvert les panneaux. Je n'oublierai pas de sitôt l'effet que j'ai produit ainsi. Heathcliff se tenait près de l'entrée, en chemise et en pantalon.
Une chandelle lui coulait sur les doigts, et sa figure était aussi blanche que le mur derrière lui. Le premier craquement du chêne l'a fait tressaillir, comme sous une décharge électrique. La chandelle lui a échappé et est retombée à quelques pieds de distance. Son agitation était telle qu'il a pu à peine la ramasser. « Ce n'est que votre hôte, monsieur !» lui criai-je, désireux de lui épargner l'humiliation de laisser voir plus longtemps sa poltronnerie. J'ai eu le malheur de pousser des cris dans mon sommeil, en proie que j'étais à un terrible cauchemar. Je regrette de vous avoir dérangé. Oh, Dieu vous confonde, monsieur Lockwood. Je voudrais que vous fussiez au... a commencé mon hôte, en posant la chandelle sur une chaise, parce qu'il se rendait compte qu'il lui était impossible de la tenir fixe. Et qui vous a introduit dans cette chambre ? A-t-il continué, en enfonçant ses ongles dans les paumes de ses mains et en grinçant des dents pour réprimer des convulsions maxillaires. Qui est-ce ? J'ai bien envie de jeter le coupable dehors, immédiatement. C'est votre servante, Zilla, répondis-je, en sautant sur le plancher et remettant rapidement mes vêtements. Je n'y verrai pas d'inconvénient pour ma part, elle le mérite bien. Je suppose qu'elle a voulu avoir à mes dépens une nouvelle preuve que la pièce est hantée. Eh bien, elle l'est. Elle fourmille de spectres et de fantômes. Vous avez raison de la tenir fermée, je vous assure. Personne ne vous remerciera de lui avoir procuré un somme dans un antre pareil. Que voulez-vous dire et que faites-vous ? Recouchez-vous et finissez votre nuit puisque vous êtes ici. Mais pour l'amour du ciel, ne recommencez pas cet horrible vacarme que rien ne saurait excuser, à moins qu'on ne fût en train de vous couper la gorge. Si le petit démon était entré par la fenêtre, il est probable qu'elle m'aurait étranglé, ai-je riposté. Je ne tiens pas à continuer de subir les persécutions de vos hospitaliers ancêtres. Le révérend James Branderham n'était-il pas votre allié du côté maternel ? Et cette Péronnelle, Catherine, Limon ou Earnshaw, ou je ne sais quoi, elle devait être bien sotte, méchante petite âme. Elle m'a dit qu'elle errait sur la terre depuis 20 ans. Juste punition de ses péchés mortels, j'en suis sûre. Je n'avais pas plus tôt prononcé ces mots que je me suis rappelé l'association, dans le livre, du nom de Heathcliff à celui de Catherine. Cette particularité, qui était complètement sortie de ma mémoire, venait d'y reparaître soudain. J'ai rougi de ma légèreté, mais sans manifester autrement que j'eusse conscience de l'avoir offensé, je me suis hâtée d'ajouter. La vérité est, monsieur, que j'ai passé la première partie de la nuit à... Je m'arrêtais encore, j'allais dire, à parcourir ces vieux volumes, ce qui aurait révélé que j'avais connaissance de leur contenu manuscrit, aussi bien que de leur contenu imprimé. Aussi, me reprenant, j'ai poursuivi, à déchiffrer les noms inscrits sur le rebord de la fenêtre, occupation monotone à laquelle je me livrais pour m'endormir, de même qu'on compte ou... À quoi songez-vous de me parler de la sorte ? À moi, a dit Heathcliff, d'une voix tonnante et avec une sauvage véhémence. Comment osez-vous ? Sous mon toit ? Dieu, il faut qu'il soit fou pour parler ainsi. Et il se frappait le front avec rage. Je ne savais trop si je devais me fâcher de ce langage ou continuer mon explication. Mais il semblait tellement affecté que j'ai eu pitié de lui et ai repris l'histoire de mes rêves, affirmant que je n'avais jamais entendu auparavant le nom de Catherine Linton, mais qu'à force de le lire et de le relire, ce nom avait produit sur moi une impression qui s'était personnifiée quand j'eus perdu le contrôle de mon imagination. Tandis que je parlais, Heathcliff reculait peu à peu dans le renfoncement où se trouvait le lit. Finalement, il s'est assis, presque entièrement caché derrière. Je devinais néanmoins, à sa respiration irrégulière et entrecoupée, qu'il luttait contre une violente émotion. Ne voulant pas lui laisser voir que je me rendais compte de son conflit intérieur, j'ai achevé ma toilette assez bruyamment, regardé ma montre et fait un monologue sur la longueur de la nuit. Pas encore 3 heures. J'aurais juré qu'il en était 6. Le temps n'avance pas ici. Nous nous sommes certainement retirés pour reposer à 8 heures. Toujours à 9 heures en hiver.
et élevé à 4, a dit mon hôte, en réprimant un gémissement. Et j'ai jugé, au mouvement de l'ombre de son bras, qu'il essuyait une larme. « Monsieur Lockwood, a-t-il ajouté, vous pouvez aller dans ma chambre. Vous ne feriez que gêner en descendant de si bonne heure, et vos cris puérils ont envoyé le sommeil au diable pour moi. »« Pour moi aussi, ai-je répliqué. Je vais me promener dans la cour jusqu'au jour, alors je partirai, et vous n'avez pas à craindre de nouvelles intrusions de ma part. Je suis maintenant tout à fait guéri de l'envie de chercher du plaisir dans la société, que ce soit à la campagne ou à la ville. Un homme sensé doit trouver une compagnie suffisante en soi-même. »« Délicieuse compagnie, a grommelé M. Heathcliff. Prenez la chandelle et allez où vous voudrez. Je vous rejoins dans l'instant. Évitez la cour toutefois, car les chiens sont lâches. Quant à la salle, Junon y monte sa faction. Et non, vous ne pouvez qu'errer dans l'escalier et dans les couloirs. Mais sortez, je viens, dans 2 minutes. J'ai obéi, du moins à l'ordre de quitter la chambre. Puis, ne sachant où me conduisaient les 3 corridors, je me suis arrêtée, et mon propriétaire m'a rendu témoin involontaire d'une scène de superstition qui démentait étrangement son bon sens apparent. Il s'est approché du lit, a ouvert la fenêtre en la forçant, et pendant qu'il tirait dessus, a été pris d'une crise de larmes qu'il n'a pu maîtriser. « Viens, viens !» sanglotait-il. « Cathy, viens ! Oh, viens une fois seulement. Oh, chérie de mon cœur, écoute-moi cette fois-ci, enfin, Catherine !» Le spectre a témoigné de l'ordinaire caprice des spectres. Il n'a donné aucun signe d'existence. Mais la neige et le vent ont pénétré en tourbillons furieux, parvenant même jusqu'à moi et éteignant ma lumière. Il y avait une telle angoisse dans l'explosion de douleur qui accompagnait ce délire que la compassion m'a fait oublier sa folie. Je me suis éloignée, à moitié fâchée d'avoir écouté, si peu que ce fût, et regrettant d'avoir raconté mon ridicule cauchemar qui avait déterminé cette crise, bien que je ne pusse comprendre pourquoi. Je suis descendue avec précaution dans les régions inférieures et ai atterri dans la cuisine, où quelques tisons que j'ai rassemblés avec soin m'ont permis de rallumer ma chandelle. Rien ne bougeait, sauf un chat gris moucheté qui est sorti lentement des cendres et m'a salué d'un miaulement plaintif. Des bancs en forme d'arc de cercle entouraient presque complètement le foyer. Je me suis allongée sur l'un et Grimalkin a grimpé sur l'autre. Nous commencions à nous assoupir tous les deux quand quelqu'un a envahi notre retraite. C'était Joseph qui descendait péniblement une échelle de bois dont le haut disparaissait dans le plafond à travers une trappe. L'entrée de son galetas, je suppose. Il a jeté un regard sinistre sur la petite flamme que j'avais réussi à ranimer entre les barreaux cintrés de la grille du foyer, a chassé le chat de son poste élevé, s'est installé à sa place et s'est mis à bourrer une pipe de 3 pouces. Ma présence dans ce sanctuaire était évidemment considérée comme une impudence trop éhontée pour être relevée. Il a appliqué silencieusement le tuyau à ses lèvres, s'est croisé les bras et a envoyé des bouffées en l'air. Je l'ai laissé savourer sa volupté sans le troubler. Après avoir lancé sa dernière bouffée et poussé un profond soupir, il s'est levé et s'est retiré avec autant de dignité qu'il était venu. J'ai entendu ensuite un pas plus élastique. J'ouvrais déjà la bouche pour un « bonjour », mais je l'ai refermé sans achever mon salut, car Ayrton Earnshaw faisait ses oraisons sotto voce, sous forme d'une suite de jurons adressés à chaque objet qu'il touchait, tout en fourrageant dans un coin à la recherche d'une bêche ou d'une pelle pour faire des chemins dans la neige. Il a jeté un regard par-dessus le dossier du banc, en dilatant les narines, et il songeait aussi peu à un échange de politesse avec moi qu'avec mon compagnon le chat. J'ai deviné, à ces préparatifs, que la sortie était permise, et, quittant ma dure couchette, j'ai fait un mouvement pour le suivre. Il l'a remarqué, et a cogné sur une porte intérieure avec l'extrémité de sa bêche, en indiquant par un son inarticulé que c'était là que je devais aller, si je voulais changer de résidence.
La porte donnait dans la salle où les femmes étaient déjà à l'œuvre. Zillah développait dans la cheminée un tourbillon de flammes à l'aide d'un soufflet colossal. Madame Heathcliff, agenouillée près de l'âtre, lisait un livre à la lueur du feu. Elle tenait la main interposée entre la chaleur du foyer et ses yeux et paraissait absorbée dans son occupation. Elle ne s'interrompit que pour gronder la servante qui la couvrait d'étincelles ou pour repousser de temps à autre un chien qui venait appuyer un peu trop familièrement le nez sur sa figure. J'ai été surpris de voir là Heathcliff aussi. Il était debout près du feu, me tournant le dos, et venait de faire une scène violente à la pauvre Zillah, qui par instant suspendait son travail pour relever le coin de son tablier et pousser un gémissement indigné. « Et vous, vous misérable !» criait-il au moment où j'entrais, en se tournant vers sa belle-fille et employant une épithète aussi inoffensive que poulette ou brebis, mais généralement représentée par un tiret. « Vous voilà encore à vos oiseuses manigances. Tous les autres gagnent leur pain. Vous vivez de ma charité. Mettez-moi ces bêtises de côté et trouvez le moyen de vous rendre utile. Je vous ferai payer le fléau de votre perpétuelle présence. Entendez-vous, odieuse coquine ? Je mettrai mes bêtises de côté parce que vous pouvez m'y contraindre si je refuse, a répondu la jeune femme en fermant son livre et en le jetant sur une chaise. Mais quand vous useriez votre langue à jurer, je ne ferais que ce que je voudrais. Heathcliff a levé la main, et elle s'est sauvée à distance respectueuse. Elle en connaissait certainement le poids. N'ayant nulle envie d'être régalée d'un combat entre chien et chat, je me suis vivement avancée, comme si j'étais pressée de partager la chaleur du foyer, et tout à fait ignorant de la dispute interrompue. Chacun d'eux a eu assez de décorum pour suspendre les hostilités. Heathcliff a placé ses poings à l'abri de la tentation dans ses poches. Madame Heathcliff a fait la moue et est allée prendre un siège éloigné, où elle a tenu sa parole en jouant le rôle d'une statue pendant le temps que je suis restée là. Cela n'a pas été long. J'ai décliné leur invitation à déjeuner, et dès que l'aube a commencé à pointer, j'ai saisi la première occasion de m'échapper au grand air, maintenant clair, calme et froid, comme de la glace impalpable. Avant que j'aie eu atteint le fond du jardin, mon propriétaire m'a crié de m'arrêter et a offert de m'accompagner à travers la lande. Ça a été une heureuse inspiration de sa part, car tout le versant de la colline n'était qu'un océan de vagues blanches. Les hauts et les bas n'indiquaient pas d'élévation ou de dépression correspondante dans le terrain. De nombreux trous étaient entièrement comblés par la neige, et des rangées entières de buttes, formées des résidus de l'extraction des carrières, étaient effacées de la carte que ma promenade de la veille avait laissée peinte dans mon esprit. J'avais remarqué sur un des côtés de la route, à intervalles de 6 ou 7 mètres, une ligne de pierres dressées debout, qui se prolongeait sur toute la longueur du terrain dénudé. Elles avaient été placées et peintes à la chaux pour servir de repère dans l'obscurité. Et aussi, quand une chute de neige, comme à présent, ne permettait pas de distinguer la chaussée ferme des profonds marécages qui l'abordent des deux côtés. Mais à l'exception d'une tache sombre émergeant çà et là, toute trace de l'existence de ces pierres avait disparu, et mon compagnon a dû m'avertir fréquemment d'appuyer à droite ou à gauche, alors que je me figurais suivre correctement les sinuosités de la route. Nous avons échangé peu de paroles, et il s'est arrêté à l'entrée du parc de Thrush Cross en me disant que je ne pouvais plus me tromper. Nos adieux se sont bornés à un rapide salut, puis j'ai continué ma marche, réduit à mes seules ressources, car la loge du portier est inoccupée jusqu'à présent. La distance de la porte du parc à la grange est de 2 milles. Je crois que je suis bien arrivée à en faire 4, en me perdant au milieu des arbres et en fonçant jusqu'au cou dans la neige. Désagréments que seuls peuvent apprécier ceux qui l'ont expérimenté. En tout cas, quels qu'aient été mes tours et détours, midi sonnait comme j'entrais dans la maison, ce qui faisait exactement 1 heure pour chaque mille du chemin ordinaire depuis les hauts de Hurlevent. Ma femme de charge et ses satellites se sont précipités pour m'accueillir, s'écriant avec volubilité qu'elle me croyait complètement perdue.
Tout le monde supposait que j'avais péri la nuit précédente, et elle se demandait comment s'y prendre pour se mettre à la recherche de mes restes. Je leur ai dit de se calmer, puisqu'elles me voyaient revenue, et transie jusqu'à la moelle, je me suis traînée en haut. Après avoir mis des vêtements secs et marché de long en large pendant 30 à 40 minutes pour restaurer la chaleur animale, je me suis retirée dans mon cabinet de travail, faible comme un petit chat. Presque trop faible pour jouir du feu pétillant et du café fumant que la servante m'a préparé pour me remonter. Chapitre 4. Quelle pauvre girouette nous sommes! Moi qui avais résolu de me libérer de tous rapports sociaux et qui bénissais ma bonne étoile de m'avoir fait enfin découvrir un endroit où de tels rapports sont à peu près impossibles, moi, faible créature, après avoir lutté jusqu'au crépuscule contre l'abattement et la solitude, j'ai été vaincue et forcée d'amener mon pavillon. Sous prétexte de demander des indications sur ce qui était nécessaire à mon installation, j'ai prié Madame Dean, quand elle a apporté mon souper, de s'asseoir pendant que je mangeais. J'espérais sincèrement que j'allais trouver en elle une vraie commère, et que si elle ne me tirait pas de ma torpeur, elle finirait au moins par m'endormir. « Vous êtes ici depuis très longtemps ?» ai-je commencé. « N'avez-vous pas dit depuis 16 ans ?»« 18 ans, monsieur. Je suis arrivée au moment où ma maîtresse se mariait pour faire son service. Après sa mort, le maître m'a conservée comme femme de charge. »« Vraiment ?» Un silence a suivi. Elle n'était pas fort bavarde, craignais-je, sauf peut-être quand il s'agissait de ses propres affaires, qui pouvaient difficilement m'intéresser. Cependant, après s'être recueillie un instant, un poing sur chaque genou, un nuage méditatif sur sa figure rubiconde, elle s'est écriée. « Ah, les temps ont bien changé depuis lors. »« Oui, ai-je remarqué. Vous avez dû voir beaucoup de transformations, je suppose. »« Sans doute. Et de souffrances aussi. »« Oh, je vais amener la conversation sur la famille de mon propriétaire, ai-je pensé. Bon sujet à mettre sur le tapis. J'aimerais à savoir l'histoire de cette jeune et jolie veuve. Est-elle native de cette contrée, ou comme il est plus probable, est-ce une étrangère que les indigènes hargneux ne veulent pas reconnaître comme des leurs? Dans cette intention, j'ai demandé à Madame Dean pourquoi Heathcliff louait Thrushcross Grange et préférait de vivre dans une situation et une demeure si inférieures. N'est-il pas assez riche pour entretenir convenablement la propriété? Riche, monsieur? Personne ne sait ce qu'il a d'argent, et chaque année sa fortune s'accroît. Oui, il est assez riche, pour vivre dans une maison plus luxueuse même que celle-ci. Mais il est plutôt serré. S'il avait eu l'intention de venir s'installer à Thrushcross Grange, il aurait suffi qu'il entendît parler d'un bon locataire pour qu'il ne pût se résigner à laisser échapper la chance de gagner quelques centaines d'écus de plus. Il est étrange qu'on puisse être aussi cupide quand on est seul en ce monde. Il avait un fils, je crois? Oui, il en avait un. Il est mort. Et cette jeune dame, Madame Heathcliff, est la veuve de ce fils? Oui. D'où est-elle originaire? C'est la fille de mon défunt maître, monsieur. Catherine Linton était son nom de jeune fille. Je l'ai élevée, la pauvre enfant. J'aurais souhaité que monsieur Heathcliff vînt habiter ici pour que nous nous fussions trouvés réunis. Quoi? Catherine Linton? Me suis-je écrié avec étonnement. Mais une minute de réflexion m'a convaincu que ce n'était pas mon fantôme de Catherine. Alors, ai-je poursuivi, mon prédécesseur s'appelait Linton? Parfaitement. Et qui est cet Earnshaw, Ayrton Earnshaw, qui habite avec monsieur Heathcliff? Sont-ils parents? Non, c'est le neveu de feu, Madame Linton. Le cousin de la jeune femme, par conséquent? Oui, et son mari était son cousin aussi. L'un du côté de la mère, l'autre du côté du père. Heathcliff a épousé la sœur de monsieur Linton. J'ai vu à Hurlevent le nom Earnshaw, gravé au-dessus de la porte principale. Est-ce une vieille famille? Très vieille, monsieur.
Ayrton en est le dernier rejeton, comme notre Miss Cathy est le dernier de la nôtre. Je veux dire, de celle des Linton. Vous avez été à Hurlevent? Je vous demande pardon de ma curiosité, mais je serais contente de savoir comment elle va. Madame Heathcliff? Elle avait l'air fort bien portante, et c'est une jolie femme. Pourtant, elle ne paraît pas très heureuse. Oh Dieu, cela ne m'étonne pas. Et qu'avez-vous pensé du maître? Un gaillard plutôt rude, Madame Dean. N'est-ce pas là sa caractéristique? Rude comme un tranchant de scie, dur comme du basalte. Moins vous aurez affaire à lui, mieux vous vous en trouverez. Il doit avoir eu des hauts et des bas dans l'existence pour être devenu si hargneux. Connaissez-vous quelque chose de son histoire? C'est celle du coucou, monsieur. Je la connais tout entière, sauf que j'ignore où il est né, qui étaient ses parents et comment il a fait sa fortune dans le début. Ayrton a été jeté hors de son nid, comme un jeune moineau. Le malheureux garçon est le seul dans toute la paroisse à ne pas se douter de la manière dont il a été frustré. Eh bien, Madame Dean, ce serait faire œuvre charitable que de me raconter quelque chose de mes voisins. Je sens que je ne dormirai pas si je vais me coucher. Ainsi donc, soyez assez aimable pour vous asseoir et bavarder une heure. Oh, certainement, monsieur. Je vais aller chercher mon ouvrage et je resterai ensuite, autant qu'il vous plaira. Mais vous avez pris froid, je vous ai vu grelotter, et il vous faut un peu de gruau pour chasser le mal. La digne femme sortit d'un air affairé, et je me suis rapprochée du feu. J'avais la tête brûlante et le reste du corps glacé. De plus, mes nerfs et mon cerveau étaient en proie à une surexcitation voisine de l'égarement. J'en éprouvais, non pas un sentiment de malaise, mais plutôt la crainte, que je ressens encore aujourd'hui, d'effets sérieux consécutifs aux incidents d'aujourd'hui et d'hier. Madame Dean est revenue bientôt, avec un pot fumant et sa corbeille à ouvrage. Elle a placé le pot sur la grille de la cheminée et rapproché sa chaise, manifestement heureuse de me trouver si sociable. « Avant de venir ici, a-t-elle commencé sans attendre une nouvelle invitation à raconter son histoire, j'étais presque toujours à Hurlevent. Ma mère avait élevé M. Hindley Earnshaw, le père de Ayrton, et j'avais pris l'habitude de jouer avec les enfants. Je faisais aussi les commissions, j'aidais au foin et je rôdais autour de la ferme, prête à tout travail qu'on voudrait me donner. Une belle matinée d'été, c'était au début de la moisson, je me rappelle, M. Earnshaw, le vieux maître, descendit en tenue de voyage. Après avoir indiqué à Joseph sa tâche pour la journée, il se tourna vers Hindley, vers Cathy et vers moi. J'étais en effet assise à prendre mon porridge avec eux. Et dit, en s'adressant à son fils, « Eh bien, mon bonhomme, je m'en vais à Liverpool aujourd'hui. Que faut-il te rapporter? Tu peux choisir ce que tu voudras, mais que ce ne soit pas gros, car j'irai et reviendrai à pied. 60 milles dans chaque sens, c'est une longue étape. » Hindley demanda un violon, puis Miss Cathy fut interrogée à son tour. Elle avait à peine 6 ans, mais elle était capable de monter tous les chevaux de l'écurie, et elle choisit une cravache. Le maître ne m'oublia pas, car il avait bon cœur, bien qu'il fût parfois assez sévère. Il promit de me rapporter des pommes et des poires, plein sa poche. Puis il embrassa ses enfants, nous dit au revoir et partit. Les 3 jours que dura son absence nous parurent à tous bien longs, et souvent la petite Cathy demandait quand son père rentrerait. Madame Earnshaw l'attendait pour le souper, le 3e soir, et elle retarda le repas d'heure en heure. Mais il n'arrivait toujours pas, et à la longue, les enfants se fatiguèrent de courir à la porte d'entrée pour regarder. La nuit vint. Leur mère aurait voulu les coucher, mais ils l'attendrirent par leurs supplications pour rester. À 11 heures, le loquet de la porte se souleva doucement, et le maître entra. Il se jeta sur une chaise, moitié riant, moitié grognant, et leur enjoignit à tous de ne pas approcher, car il était quasi mort. On lui offrirait les 3 royaumes qu'il ne recommencerait pas une pareille course. « Et avec cela, être chargé à en périr, dit-il, en ouvrant son manteau qu'il tenait roulé dans ses bras. Vois, ma femme, je n'ai jamais été si exténué de ma vie, mais il te faut accepter mon fardeau comme un présent de Dieu,
bien qu'il soit presque aussi noir que s'il sortait de chez le diable. Nous fîmes cercle, et par-dessus la tête de Miss Cathy, j'aperçus un enfant malpropre, déguenillé, aux cheveux noirs, assez grand pour marcher et parler. À son visage, on l'eût même jugé plus âgé que Catherine. Pourtant, quand il fut sur ses pieds, il se borna à regarder d'un air étonné autour de lui et à baragouiner indéfiniment quelque chose que personne ne put comprendre. J'étais effrayée, et madame Earnshaw était toute prête à le jeter à la porte. Elle s'emporta, demandant quelle idée son mari avait eu d'amener chez lui ce petit bohémien, quand ils avaient leurs propres enfants à nourrir et à élever. Que comptait-il en faire? Était-il devenu fou? Le maître essaya de s'expliquer, mais il était vraiment recru de fatigue, et tout ce que je pus comprendre, au milieu des récriminations de sa femme, c'est qu'il avait rencontré l'enfant mourant de faim, abandonné, et pour ainsi dire muet, dans les rues de Liverpool. Il l'avait recueilli et s'était enquis de son propriétaire. Pas une âme ne savait à qui il appartenait, dit-il, et l'argent comme le temps dont il disposait étant limité, il jugea préférable de le ramener sur-le-champ chez lui, plutôt que de se livrer à de vaines et dispendieuses démarches, là-bas, car il était résolu de ne pas le laisser dans l'état où il l'avait trouvé. En fin de compte, ma maîtresse se calma en maugréant, et M. Earnshaw me dit de le laver, de lui donner des effets propres, et de le faire dormir avec les autres enfants. Hindley et Cathy se contentèrent de regarder et d'écouter, jusqu'à ce que la paix fût rétablie. Alors, tous deux se mirent à explorer les poches de leur père pour y trouver les cadeaux qu'il leur avait promis. Hindley était un garçon de 14 ans, mais en retirant ce qui avait été un violon, écrasé et réduit en miettes dans le manteau, il pleura à chaudes larmes. Quant à Cathy, lorsqu'elle apprit que le maître avait perdu sa cravache en s'occupant de l'intrus, elle témoigna son déplaisir en faisant des grimaces et en crachant dans la direction de la stupide petite créature, ce qui lui valut une bonne gifle de son père, pour lui apprendre à avoir des manières plus convenables. L'un et l'autre refusèrent absolument de partager leur lit, et même leur chambre avec lui. Je ne fis pas preuve de plus de bon sens en le mettant sur le palier de l'escalier, avec l'espoir qu'il serait peut-être parti le matin. Soit par hasard, soit qu'il eût été attiré en entendant la voix de M. Earnshaw, il se glissa à la porte de ce dernier, qu'il y trouva quand il sortit de sa chambre. Une enquête fut ouverte pour savoir comment il était arrivé là. Je fus obligé de faire des aveux, et en récompense de ma poltronnerie et de mon inhumanité, je fus renvoyé de la maison. Telle fut l'entrée de Heathcliff dans la famille. Quand je revins quelques jours après, car je ne considérais pas que mon bannissement dût être éternel, j'appris qu'on l'avait baptisé Heathcliff. C'était le nom d'un fils mort en bas âge, nom qui, dès lors, lui servit ensemble de nom de baptême et de nom de famille. Miss Cathy et lui faisaient maintenant fort bon ménage, mais Hindley le détestait. Et pour dire la vérité, j'éprouvais pour lui le même sentiment. Nous le tourmentions et nous le traitions d'une manière indigne, car je n'étais pas assez raisonnable pour comprendre mon manque d'équité, et la maîtresse n'intervenait jamais en sa faveur, quand elle le voyait victime d'une injustice. Il avait l'air d'un enfant morose et résigné, endurci peut-être, contre les mauvais traitements. Il recevait les coups de Hindley sans sourciller, sans verser une larme, et mes pinceaux n'avaient d'autre effet que de lui faire pousser un soupir et ouvrir de grands yeux, comme s'il se fût fait mal par hasard, et que personne ne fût à blâmer. Ce stoïcisme mettait le vieil Earnshaw en fureur, quand il surprenait son fils à persécuter le pauvre orphelin, comme il l'appelait. Il se prit d'une affection singulière pour Heathcliff, croyant tout ce qu'il disait. Il disait d'ailleurs fort peu de choses, et généralement la vérité, et le gâtant bien plus que Cathy, qui était trop indisciplinée et trop entêtée pour être sa favorite. Ainsi, dès le début, Heathcliff fut la cause de dissentiments dans la maison. À la mort de madame Earnshaw, qui survint moins de 2 ans après, le jeune maître regardait son père comme un tyran plus que comme un ami, et Heathcliff comme l'usurpateur de l'affection de son père et de ses privilèges. Il s'aigrit peu à peu,
à force de songer à ses dénis de justice. Je sympathisais quelque temps avec lui. Mais quand les enfants eurent la rougeole, que je dus les soigner et assumer tout d'un coup les devoirs d'une femme, mes idées changèrent. Heathcliff fut dangereusement atteint. Dans la période où il fut le plus mal, il voulait que je fusse constamment à son chevet. Je suppose qu'il sentait que je faisais beaucoup pour lui, et qu'il n'était pas capable de deviner que j'y étais obligée. Quoi qu'il en soit, je dois dire que c'était l'enfant le plus tranquille qu'une guerre n'ait jamais eu à veiller. La différence que je constatais entre lui et les deux autres me força d'être moins partiale. Cathy et son frère me fatiguaient terriblement. Lui ne se plaignait pas plus qu'un agneau, bien que le peu de soucis qu'il me donnait tînt à sa dureté au mal et non à sa douceur de caractère. Il triompha de la maladie, le docteur affirma que c'était dans une large mesure grâce à moi, et me félicita de mes soins. Je fus flattée de ses éloges, je devins plus indulgente pour l'être qui me les avait valus, et c'est ainsi que Hindley perdit son dernier allié. Pourtant je n'étais pas férue de Heathcliff, et je me demandais souvent ce que mon maître trouvait tant à admirer dans ce garçon taciturne qui jamais, à ma connaissance, ne donna le moindre signe de gratitude pour reconnaître sa bienveillance. Il n'était pas insolent envers son bienfaiteur. Il était simplement insensible, tout en sachant parfaitement l'empire qu'il avait sur le cœur de celui-ci, et en comprenant qu'il n'avait qu'à parler pour que toute la maison fût forcée de se plier à ses désirs. Par exemple, il me souvint que M. Earnshaw avait acheté un jour une paire de poulains à la foire de la paroisse, et en avait donné un à chacun des deux garçons. Heathcliff prit le plus beau, mais celui-ci tomba bientôt boiteux. Quand il s'en aperçut, il dit à Hindley : « Il faut que tu changes de cheval avec moi. Je n'aime pas le mien. Si tu ne veux pas, je dirai à ton père que tu m'as battu 3 fois cette semaine, et je lui montrerai mon bras, qui est noir jusqu'à l'épaule. » Hindley lui tira la langue et lui donna une claque. « Tu ferais mieux de t'exécuter sans tarder, » insista Heathcliff en s'échappant sous le porche. Ils étaient dans l'écurie. « Tu y seras forcé, et si je parle de ces coups, ils te seront rendus, avec intérêt. »« Sauve-toi, vaurien !» cria Hindley, en le menaçant avec un poids de fer qui servait à peser les pommes de terre et le foin. « Lance-le !» répliqua l'autre sans bouger. « Et alors je raconterai comment tu t'es vanté de me jeter dehors dès que ton père sera mort. Et nous verrons si ce n'est pas toi qui seras jeté dehors sur le champ. » Hindley lança le poids, qui atteignit Heathcliff en pleine poitrine. Il tomba, mais se releva aussitôt, chancelant, pâle, et la respiration coupée. Si je ne l'en eusse empêché, il serait allé droit au maître et aurait obtenu complète vengeance, en laissant son état parler pour lui et en faisant deviner le coupable. « Prends mon poulain maintenant, bohémien, dit le jeune Earnshaw. Je souhaite qu'il te rompe le cou. Prends-le et va-t'en au diable, misérable intrus, et soutire à mon père, à force de cajolerie, tout ce qu'il a. Seulement, ensuite, montre-lui ce que tu es, suppôt de Satan. Tiens, attrape cela, et puisse une ruade te fendre le crâne. » Heathcliff s'était avancé pour détacher la bête et la changer de stall. Il passait derrière elle quand Hindley termina son discours en le renversant sous les pieds du cheval, et sans s'arrêter pour examiner si ses espérances étaient réalisées, s'enfuit à toutes jambes. Je fus surprise de voir avec quel sang-froid l'enfant se releva et continua ce qu'il avait commencé. Il fit l'échange des selles et de tout le harnachement, puis s'assit sur une botte de foin pour se remettre, avant de rentrer dans la maison, du malaise occasionné par le violent coup qu'il avait reçu. Je le persuadai aisément de me laisser attribuer ses meurtrissures au cheval. Il se souciait peu de ce que l'on pouvait raconter, du moment qu'il avait eu ce qu'il voulait. Il se plaignait si rarement, du reste, de bagarres de ce genre, que vraiment, je ne le croyais pas vindicatif. Je me trompais complètement, comme vous verrez.
bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les hauts de Hurlevent. Donc on est déjà sur le deuxième dimanche. On a juste lu 2 chapitres. Je pense que on va être à peu près sur un rythme de 2 chapitres par habitude. Ça représente à peu près une 20aine de pages. J'ai calculé, je pense qu'on en a on a peut-être pour 15 semaines. Hein. Ça fait 4 mois. Beau bébé. Donc voilà, on a dans le chapitre 3, on a Monsieur Lockwood, donc c'est le locataire qui est parti rendre visite à Heathcliff, qui est retourné et qui a découvert en fait pas mal de choses, et on a une première incursion de peut-être un truc un peu gothique à base de fantômes dans l'histoire. Ou en tout cas, on a un peu tous les codes du roman gothique, avec un temps dégueulasse, des bruits inquiétants, une main qui saisit une autre, une main fantomatique qui saisit la main de Monsieur Lockwood qui est malade, qui n'arrive pas à dormir, etc., qui faisait des cauchemars. On a à peu près, là je comprends que ça coche pas mal de cases du roman gothique. Et on a un aperçu aussi je pense, une certaine folie de Monsieur Heathcliff. Alors, moi, quand j'ai lu pour la première fois Les Hauts de Hurlevent, c'était en livre audio, ce qui fait que j'en ai surtout une impression plutôt que des souvenirs. Et l'impression que j'ai, c'est que Heathcliff, il se balade un peu à la lisière de la folie. Je suis pas persuadée qu'il bascule vraiment. Je pense que là, on est vraiment dans des croyances, on est dans quelque chose de compliqué. Donc, au cas où, si vous n'avez pas compris, la maman de Madame Heathcliff, donc la jeune femme qui est au haut de Hurlevent, s'appelle Catherine Heathcliff. C'est la femme du fils de Heathcliff qui est décédé. Elle n'a pas d'enfant. Et sa maman s'appelait pareil, Catherine, mais pas Catherine Heathcliff. Elle s'est pas mariée avec Heathcliff, elle s'est mariée avec un autre. Et le fantôme, c'est cette fameuse maman. Donc c'est c'est la jeune femme dont parle la femme de charge de Monsieur Lockwood. Donc le petit fantôme, en gros, c'est la petite Cathy qu'on a pu voir dans les souvenirs de Madame... je crois qu'elle s'appelle Nelly, mais j'ai plus son... Madame Dean, Nelly Dean, il me semble. Et c'est assez particulier. Parce que donc, l'histoire de Heathcliff, le début de l'histoire d'Heathcliff, c'est que le papa de Catherine... je me perds dans les noms. Le papa de Catherine, il est parti faire des courses, en gros, et il est revenu avec un petit bohémien qui crevait de faim. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Forcément, comme ça arrive, il arrive comme ça avec un petit enfant qui crève la dalle et compagnie, que c'était pas prévu, il ne discute pas vraiment avec sa famille, il impose sa volonté. Ce qui s'entend aussi parce qu'à mon avis, c'est vraiment le reflet de l'époque, où c'est le père qui décide, et puis la femme et les enfants, surtout ce sont de jeunes enfants, surtout Cathy, ils n'ont rien à dire. Et le fait d'imposer comme ça un autre enfant à la famille, le faire dormir, un petit enfant de la rue, en gros, le faire dormir avec ses propres enfants, parce qu'il aurait pu le faire dormir dans la grange avec les domestiques, etc. Il s'en serait occupé si le maître le disait. Mais c'est particulier. Parce que pourquoi, comment, on ne sait pas plus. Et on a déjà un aperçu d'un Heathcliff qui impose sa volonté aux autres aussi. Qui a une certaine... Il a des compétences en manipulation, on a pu le voir avec Inlay. Donc Inlay, c'est le frère aîné de Cathy le petit fantôme. Je préfère repréciser parce que comme
On va avoir pas mal de noms qui se ressemblent entre les deux Catherine, la mère et la fille, la mère morte fantôme et la fille veuve, et qui est vivante. Il n'y a pas tant que ça de personnages, mais il y a moyen de un peu se paumer. Moi, c'était mon cas quand je l'écoutais en livre audio. C'est pour ça que il y aura un descriptif des personnages avec ce qu'on apprend au fur et à mesure des chapitres en barre d'informations. Je l'avais fait déjà, il me semble, pour peut-être Orgueil et Préjugés, ou peut-être, oh je sais plus, un bouquin de Jane Austen, je sais plus lequel, donc soit Raison et Sensibilité ou Orgueil et Préjugés, où il y avait une tripotée de personnages, et c'était pas évident, je pense, à l'oral, de se souvenir de qui était qui et qui faisait quoi, etc., et leur rapport entre eux. Donc là, toutes les semaines, je vous ferai un petit récap de qui c'est qui fait quoi, qui c'est qui est qui. Que dire d'autre? C'est assez particulier aussi chez le narrateur, là, Monsieur Lockwood, c'est qu'il s'est quand même éloigné de la grande ville. Je crois qu'il vient de Londres, puis c'est un gars qui est... c'est un gars qui vient de l'aristocratie, et la bonne aristocratie, à mon avis, hein, les puissants. Il s'est planqué, je pense, pour un peu panser ses plaies, parce que souvenez-vous, il devait épouser une jeune femme qu'il a rejetée. Et donc, il doit être vexé comme un pou et il veut pas entendre parler de personne. Et il est assez particulier, entre guillemets aussi, parce que il est parti là-bas pour s'isoler et rencontrer personne, mais en même temps, il va voir 2 fois Heathcliff alors qu'il a été si mal reçu la première fois. Puis là, ils sont pas très finaux non plus. Hein. Et en fait, ça a allumé son intérêt. Parce que je pense que Lockwood, il devait un peu s'ennuyer quand même. Parce que partir d'un endroit où il devait y avoir sûrement beaucoup de fêtes, des bals, des repas, etc., à droite à gauche, dans divers endroits à Londres, et se retrouver en pleine cambrousse avec un voisin irascible, c'est pas pareil, forcément. Et est-ce qu'il a besoin d'être diverti? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu déprimé parce que la jeune femme a repoussé ses avances? Sans doute, hein, on peut donner des interprétations sur son état. Et moi, ce qui m'impressionne en fait, c'est le degré de violence verbale au haut de Hurlevent. Parce que là, on a Heathcliff qui n'arrête pas d'envoyer chier la jeune Cathy, Cathy qui le renvoie aussi au plot. Ils se parlent tous extrêmement mal. Heathcliff, il est tyrannique, il est maltraitant envers tout le monde. Bon, la violence physique, 19e siècle, je l'excuse pas, mais elle existait sûrement plus largement et elle était sûrement beaucoup moins répréhensible qu'elle ne l'est aujourd'hui, tout comme les violences verbales, etc. Donc, autre temps, autre mœurs. Mais il y a quand même un sacré niveau de violence et de tension dans cet univers. Et je crois avoir lu que il y avait un côté assez autobiographique de la part d'Emily Brontë, parce qu'elle vivait avec ses sœurs, donc Charlotte et Anne. Donc il y en a une qui a écrit Jane Eyre notamment, et l'autre a écrit des choses qui sont un petit peu moins connues. Et c'était un peu tendax quand elles se sont retrouvées toutes les trois à vivre avec Branwell, leur frère peut-être aîné, mais enfin en tout cas, vu l'époque, le frère qui devait les prendre en charge une fois que les parents sont morts. Et Branwell, je crois qu'il avait mal vécu le décès des parents. Il a commencé à sévèrement picoler, et c'était celui qui brillait le plus au niveau de la société, mais c'était celui qui avait le moins de talent sur le plan de l'écriture. Pourtant, je crois que c'est celui qui, à l'époque, a eu le plus de succès. Autre temps, autre mœurs, encore une fois. Et je crois du coup qu'il y a une partie vraiment autobiographique, au moins dans toutes ces disputes, cette ambiance un peu de merde. Autant rappeler un chat, hein. Et il me semble bien.
D'ailleurs, j'ai un bouquin que je dois lire depuis un bail sur Charlotte Brontë. C'est de Jolien Janzig. Jolien Janzig, c'est une spécialiste de la littérature anglaise du 19e siècle, qui est des Pays-Bas et qui a écrit L'amour caché de Charlotte Brontë et qui s'est inspirée de la biographie de Charlotte Brontë, donc l'autrice de Jane Eyre, pour écrire un roman inspiré de cette vie-là, qui s'appelle donc L'amour caché de Charlotte Brontë, qui avait l'air très 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 sympa. Je crois que c'était chez Charleston, je vais vous le dire. C'était chez l'Archipel. Les sœurs Brontë se servent beaucoup de leurs expériences personnelles pour écrire, alimenter leurs histoires. Par exemple, Jane Eyre, c'est vraiment une partie de la vie de Charlotte Brontë qui a été gouvernante parce qu'elles n'étaient pas fortunées, il fallait qu'elles subviennent à leurs besoins elles-mêmes. Émilie aussi, Anne, je sais pas. Il me semble que Anne, elle est un peu plus pieuse, un peu moins flamboyante. C'est une impression que j'ai. Et j'avais dans l'idée, en fait, je vous ai sans doute déjà parlé de ça, quand j'ai parlé des sœurs Brontë, c'est que j'avais dû écouter les 2 livres audio et me dire, je vais tous les lire pour la chaîne. Donc Jane Eyre, j'y ai pensé aussi, parce que je crois qu'en fait, elles sont assez indissociables les unes des autres. Donc de Anne, j'ai La Dame du manoir de Wildfeld Hall et Agnès Grey. Et de Charlotte, il y a Jane Eyre, le professeur, Shirley et Villette. Et Émilie, je n'ai que Léo de Hurlevent. Mais j'ai vu qu'il y avait une édition Pléiade des sœurs Brontë. Donc là encore, elles sont ensemble. Et il y a 2-3 volumes. Je pense pas que je vais les acheter parce que ce sont quand même des livres qui sont coûteux. Mais il y a autre chose. Donc il y a peut-être moyen d'en choper chez Les Belles Lettres ou un truc comme ça. Je regarderai. Ou peut-être que j'ai moyen de choper aussi les e-pubs, enfin les e-books quelque part, hein, comme c'était le cas pour les livres que j'ai trouvés là. Donc voilà, alors j'espère que ça ne vous angoisse pas, enfin angoissez. Je sais que des fois, c'était assez insoutenable pour moi d'écouter justement les hauts de Hurlevent, parce qu'il y avait un côté très étouffant au niveau de l'ambiance. Et pas étouffant spécialement à cause de manifestations surnaturelles, fantastiques, de la peur ou de l'angoisse des gens, mais plutôt de la manière dont les gens se traitent. Et je trouvais que c'était admirablement bien écrit, mais il y avait un côté, pour moi, qui était quand même vachement étouffant. Donc j'espère que ça vous plaît toujours, n'hésitez pas à me le dire. Et donc si j'ai bien calculé, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on est parti pour 15 semaines. Donc ça fera peut-être 17 semaines au total, c'est énorme. Après, il y a peut-être moyen que de temps en temps, je vais essayer de faire des vidéos qui tournent autour d'1 heure. Enfin, je parle de temps de lecture. Mais si ça me paraît trop long, de toute manière, j'interromprai pas. À Noël, Nouvel An, je n'interromprai pas. Et parce que c'est plus sympa, en fait, d'avoir tout d'un coup. Et comment dire... ouais, je vais peut-être accélérer un petit peu un moment pour faire de temps en temps une vidéo un petit peu plus longue. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien de votre journée. Passez une excellente journée au chaud. Et à tout bientôt. Lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!